Salut, c'est Greg, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer 25 tips en Python pour juste vous améliorer 25 trucs comme ça, pour vous dire ça existe, ça vous allez le savoir, et quand vous allez programmer, bah vous allez du coup savoir des trucs en fait, en plus. Donc c'est pratique, vous allez peut-être vous dire, ça sert sûrement à rien, pourquoi je regarde cette vidéo? Vous allez voir les premiers trucs, vous allez vous dire, mais je m'en fous, c'est pas grave, et en final vous allez vous rendre compte que maintenant que vous le savez, vous allez l'utiliser et qu'en fait bah, ça change un peu la manière dont on code en fait, on va dire carrément. Donc, sur ce, c'est parti. Avant que cette vidéo continue, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like et d'activer la cloche si ce contenu vous plaît. Et d'aller voir mon stream sur Twitch tous les mercredis 16h-18h, le lien est juste en dessous dans la description. Vous pouvez aussi aller me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitter et Instagram, ça s'affiche aussi ici et en description. Allez voir si ça vous fait plaisir, franchement moi ça me fait kiffer. On peut continuer, c'est parti. Vous pouvez déclarer plusieurs variables d'un coup en les séparant par une virgule et en séparant les valeurs attribuées à la variable après le égal par des virgules aussi. Donc, par exemple, a, b est égal à 5,6, ce qui fait que a sera égal à 5 et b sera égal à 6. Hein. Pas confondre les virgules avec les points, en anglais c'est bien les points pour 5.6 qui sera égal à nous à 5,6. Donc là il y a une virgule, mais c'est bien deux chiffres séparés. Vous pouvez appliquer la même méthode avec une tuple ou une liste. Donc vous créez une liste, par exemple z qui est égal à 5,6, donc deux éléments, et vous faites a et b qui vont être égales à z, et donc là a sera égal à 5 et b sera égal à 6. Si vous avez une liste qui est plus longue que le nombre d'éléments que vous voulez attribuer, vous pouvez par exemple faire a, b, étoile c, qui sera égal à une liste par exemple avec 10 caractères. A sera égal au premier élément de la liste, b sera égal au deuxième élément de la liste, et l'étoile C sera égale à tout le reste, tout jusqu'à la fin de la liste. Vous pouvez aussi faire la même chose avec le premier ou le milieu. Par exemple, vous pouvez mettre A, étoile B, C est égal à une liste très longue, ce qui fait que A sera égal au premier élément, C sera égal au dernier élément, et étoile B sera égal à tout ce qu'il y a après le premier et avant le dernier. Vous pouvez renvoyer toutes les valeurs d'une liste avec astérisque list. Il existe sur Python des opérateurs en texte, donc par exemple vous pouvez dire est-ce que A est B, est-ce que A n'est pas B, est-ce que A est nul, ou est-ce que A n'est pas nul. Donc comment vous faites ça? Vous faites est-ce que A is B, A is not B, A is none, A is not none. Voilà. Dans tous les sens que vous voulez, mais donc is not, ça marche, franchement c'est stylé. Vous pouvez faire une condition lors de la déclaration d'une variable, par exemple, vous pouvez déclarer une variable qui sera égale à telle valeur ou à telle valeur. Suivant les conditions, et vous pouvez faire ça directement en une ligne. Donc par exemple x égale 1 if la condition, sinon elle est égale à 0. Donc x égale 1 if condition else 0 par exemple. Lorsque vous bouclez à travers une liste et que vous voulez garder l'id, plutôt que de créer une variable avant et de la répéter pendant toute la boucle, vous pouvez utiliser la fonction enumerate, ce qui fait que vous pouvez faire for index élément de la liste in enumerate la liste. Et donc là, index sera égal à votre index et élément de la liste sera égal à l'élément de la liste comme si c'était i par exemple. Et donc c'est bien la première valeur qui sera égale à l'index, pas la deuxième. Vous pouvez aussi utiliser la fonction après le nom de votre variable dans enumerate, indiquer start égale 1 ou 10 pour commencer à un chiffre précis, et du coup ça va juste faire plus 1 à chaque fois. Donc si vous voulez vraiment afficher une liste, vous pouvez mettre start égale 1 et pas du coup 0 de base, et ça va afficher en commençant à partir de 1. Si vous voulez boucler à travers plusieurs listes en même temps, plutôt que d'utiliser l'index pour appeler la deuxième liste, vous pouvez utiliser la fonction zip, entre parenthèses, et chacune de vos listes. Et du coup, bah, ça va boucler pour une liste, il faut que les listes soient de la même longueur. Et vous aurez accès aux éléments des trois listes avec différentes variables. Donc ça, c'est plutôt pratique, encore une fois. Nouvelle fonction qui peut être pratique, c'est setAttribute, donc setAttr. Donc entre parenthèses, vous devez indiquer l'objet à laquelle vous voulez mettre un attribut, la clé et la valeur. Et ce qui est pratique avec cette fonction, c'est que vous pouvez utiliser des clés et des valeurs qui sont stockées sous forme de texte. Donc par exemple, vous pouvez avoir une variable qui s'appelle clé, où dedans le texte c'est nom, et une variable qui s'appelle valeur, où dedans le texte c'est Grégoire. Et bah, vous pouvez faire setAttribute, personne, valeur clé, valeur donnée, je sais plus ce que j'ai dit, et ça va prendre les chaînes de caractères, donc nom et Grégoire, et ça va créer un attribut nom qui sera égal à Grégoire. Ça marche avec les chaînes de caractères,
c'est stylé, ça permet de faire des trucs un peu chelous. Des fois, vous aurez besoin de ça et vous êtes en mode bah, comment je fais? Et bah, grâce à ça, vous pouvez faire ça. Et à l'inverse, il y a aussi la fonction getAttribute où vous spécifiez l'objet et la valeur, et ça va vous, enfin la clé, ça va vous envoyer de la valeur. Toujours avec la clé qui peut être sous forme de chaîne de caractères. Ça, c'est encore pratique. Vous pouvez déclarer une variable par défaut lors de la création d'une fonction ou d'une classe. Par exemple, si vous créez une fonction qui a besoin d'un nombre, vous pouvez mettre ma fonction entre parenthèses x, voilà, classique. Vous pouvez mettre x égale 2 par exemple, et comme ça si vous mettez pas de x, il sera par défaut égal à 2. Voilà, c'est juste égal quelque chose, ça va mettre par défaut cette valeur là. Vous pouvez faire l'équivalent d'un switch case des autres langages sous Python en utilisant un dictionnaire. Par exemple avec les clés ça va être 1, 2, 3, 4 jusqu'à 10. Et les valeurs ça va être des fonctions, mais sans les parenthèses, mais ça va être vraiment des fonctions qui existent vraiment. Par exemple afficher 1, afficher 2, afficher 3, afficher 4 jusqu'à 10. Chacune des fonctions va afficher 1, 2, 3 jusqu'à 10, bien, vous avez compris. Et vous pouvez appeler le dictionnaire, donc le nom du dictionnaire, .get, entre parenthèses, la valeur, la clé que vous voulez appeler. Donc par exemple, ici on va dire 5, ça va vous renvoyer afficher 5. Et si là, avec la valeur renvoyée, vous l'appelez avec les parenthèses, ça va exécuter la fonction afficher 5. Donc c'est un peu compliqué, mais vous pouvez mettre différentes clés du coup, pour différentes opérations que dans votre programme vous avez besoin. Et si vous êtes en mode si ça fait telle valeur, exécuter telle chose, plutôt que de faire plein de if, vous pouvez utiliser un dictionnaire et du coup ça va automatiquement matcher le résultat à votre fonction. Voilà, c'est un switch case, c'est classique, mais dans Python ça se fait avec un dictionnaire comme ça et c'est plutôt cool de le savoir. Vous avez ensuite les lambda. Un lambda, qu'est-ce que c'est? C'est une fonction, mais qui n'est pas créée. En gros, ça va être une fonction, mais qui va s'appliquer à une variable, on n'a pas besoin de la créer, c'est juste un truc assez basique. Donc vous pouvez directement l'assigner à une variable. Vous pouvez faire x est égal lambda. Et donc là vous allez déclarer a, par exemple, un chiffre, 2 points, a plus 10. Et donc ce que ça va faire, c'est que x, ça va être une fonction, du coup a plus 10, donc ça va envoyer le chiffre qu'on va mettre dans la parenthèse après x, plus 10. Donc si vous faites print x5, ça va renvoyer 15. Voilà. Les lambda, c'est juste ça. Il y a plein de trucs que vous pouvez faire avec et franchement c'est stylé. Par exemple, ce que vous pouvez faire avec, c'est créer une fonction qui renvoie un lambda. Par exemple, la fonction que vous allez créer, elle va faire return lambda a de point a fois n. Ok. Donc votre fonction, elle prend comme élément n. Elle demande n, c'est un chiffre. Ce qui fait que, donc si on donne un exemple, si on fait ma fonction 2 avec 2 dans les chiffres, ça renvoie un lambda qui sera égal à a de point a fois 2. Ok, donc votre fonction est égale à une fonction qui fait au final x2. Donc vous pouvez créer par exemple une variable qui va s'appeler mon double, qui va être égale à ma fonction, entre parenthèses 2. Ce qui fait que mon double va être égal à une fonction qui est de a fois 2. À cause des lambda et tout. C'est un peu compliqué mais à expliquer, mais je pense avec le texte vous comprenez un peu ce qui se passe. Donc maintenant si on fait print mon double, entre parenthèses 10, ça va renvoyer 20. Ouf. Donc voilà, on peut faire des fonctions dans des fonctions grâce au lambda. C'est encore une fois un peu poussé, mais c'est sûr qu'un jour dans votre vie, si vous continuez la programmation, vous allez avoir besoin de ce type de méthode pour réaliser un problème. Donc voilà, je suis juste là pour vous dire que ça existe et que c'est possible. Ensuite, on a try, expect. Donc essaye et sinon si ça marche pas, fais autre chose. Donc try, ça va permettre d'essayer de faire du code. Et s'il y a une erreur dans le code, ça va exécuter un autre code. Donc c'est pratique. Lorsque vous faites des applications, par exemple tester s'il y a un fichier de sauvegarde, plutôt que de faire un if et d'appeler le fichier, et du coup s'il n'y en a pas, ça va faire une erreur. Et du coup le programme il s'arrête. Là ça va faire une erreur, mais du coup c'est normal. On s'y attendait, s'il y a une erreur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fichier. Donc on va pouvoir, dans le expect, faire autre chose. Donc il y a aussi finally, en plus du try expect, qui permet de, peu importe que le code ait réussi ou pas, qu'il ait fait le try ou qu'il ça n'a pas marché, qu'il ait fait le expect, finalement il va quand même exécuter ce bout de code qui est dans le finally. Voilà, je pense que vous avez compris, ça existe aussi, c'est dit, vous le savez, on continue. Donc un truc que vous pouvez faire dans Python, c'est vous pouvez importer vos propres programmes. Donc dans un même fichier, vous pouvez avoir votre programme principal et un programme où vous avez toutes vos fonctions, par exemple des fonctions sur des maths, des trucs de maths. Vous pouvez importer, faire import tout en haut de votre programme et le nom de votre fichier et ça va importer toutes vos fonctions. Voilà, en gros, Python, il va lire import le nom de votre module, et il va aller sur le fichier et il va lire tout le code. Voilà,
C'est comme ça que ça marche, Python, il lit ligne par ligne. Et donc là, quand il va voir votre fichier, il va aller sur votre fichier, il va lire tout le code qui se passe, etc. etc. Donc c'est un peu pour vous expliquer ce qui se passe. Et ça permet comme ça de compartimenter des bouts de votre code, que ce soit plus lisible à lire. Autre petit tips que je pense certains connaissent, mais qui doit quand même être appliqué pour d'autres, c'est à la fin de votre programme, pour la zone d'exécution, utilisez un if name is main ou if name equal main. Qu'est-ce que ça fait? Ça demande à Python, est-ce que le script il est exécuté en local? Est-ce que c'est pas un module qui l'exécute? Ce qui permet par exemple, si vous voulez afficher des variables test, et bah de les afficher dans ce bout de code de ce if. Ce qui fait que si vous exécutez votre programme normalement, ça va les afficher. Et si vous l'appelez en tant que module dans un autre programme, comme ce que je viens de dire juste avant, ça va pas exécuter ce bout de code, ce qui est quand même un peu pratique. Imaginez, vous importez votre module et ça fait plein de trucs que vous n'avez pas demandé, ça envoie des mails et tout, parce que votre programme il fait ça et tout. Donc vraiment, if name equal main ou if name is main, c'est pas mal. Un autre tips, apprenez à utiliser les environnements virtuels. Je vous laisse une doc en description pour le faire, mais vraiment c'est ultra important pour pas avoir des projets, des trucs comme ça où il y a des problèmes de version, de compatibilité de version. Utiliser un environnement virtuel va vous permettre d'installer par exemple des extensions avec pip ou des modules on va dire, mais ils seront locaux à votre projet dans l'environnement virtuel. Si vous installez si vous créez un autre projet, vous aurez plus accès à vos trucs. Vous devrez les réinstaller. Mais du coup, chaque version, chaque projet a sa propre version de ses modules, sa propre version de Python, et du coup, il n'y a pas de problème de compatibilité, etc., etc. Apprenez à utiliser les environnements virtuels, c'est la vie. Et enfin, dernier tips, il existe une fonction sous Python qui s'appelle type, avec votre valeur, votre variable dans les parenthèses, ça va vous donner le type de la variable. Voilà, c'est truc tout con, mais vraiment, ça peut être pratique. Donc voilà, c'était 25 tips en Python, je crois qu'il y en a quelques bonus, bref, j'ai pas compté. J'espère que ça va vous être utile. Partagez la vidéo si ça vous a aidé, si vous avez trouvé la vidéo bien, etc. Abonnez-vous, activez la cloche, c'est important. Encore merci pour les 350 abos. Je vous souhaite une bonne fin de journée. C'était Greg. À toutes. Moins 63, il y en a. Je suis pas blanc, c'est pas vrai. Oh putain, moins 63. Ah, ça connecte un peu quand même.